Aujourd'hui, lors de ce podcast, on a un invité qui se nomme Luigi, qui va se présenter après, qui est notre partenaire architecte, qui nous aide au quotidien à simplement gagner plus d'argent. Avec ses bonnes idées, il nous permet de découper des immeubles, il nous permet d'introduire des permis, d'aller chercher plus d'unités que possible et simplement de réduire le coût de nos rénovations par simplement son génie et son expérience. Luigi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Simon. Alors moi je me présente Luigi, je suis architecte. Ça fait 7 ans là maintenant, bientôt 8 que je suis architecte. Alors en gros pour me présenter, ici je suis administrateur gérant du bureau Ratio Architecture. Là ici on a un bureau de 5 personnes. Donc ici ça fait 1 an que j'ai lancé cette boîte. Donc voilà, les projets arrivent de plus en plus. C'est vraiment super, super gratifiant. Moi, ici, je suis issu, je vais dire, d'un style de 2 bureaux d'architecture de base. Donc, Mhm. j'étais dans 2 bureaux. Le premier à Ornu, le deuxième à la Louvière. Je veux dire, j'ai connu un petit peu toutes les structures. Le premier bureau, on était 5, comme on va dire moi aujourd'hui. Le deuxième bureau, plus grosse structure, on était plus ou moins 22 archis, hein, donc Ok. autre niveau aussi de projet. Et donc après ici, voilà, j'ai décidé de me lancer tout seul et franchement, ça se passe plutôt bien. Et j'ai aussi, grâce aux apéros IMO, j'ai quand même eu pas mal de chouettes dossiers. Donc voilà, c'est aussi des collaborations qui se passent super bien. Mhm. C'est cool et franchement, je recommande. Voilà. Yes, ben, je pense que tu es passé d'un monde qui était plutôt lié un peu à la promotion, les gros immeubles, beaucoup d'unités, Oui, des projets peut-être liés aussi à des appels de projets des on appels avait de parlé, public, hein. appels Moi, je suis publics, ouais. issu, ouais, moi, je suis issu du pub. Enfin, on va dire, je vais dire entre guillemets, la spécialité que je faisais avant, c'était beaucoup de public, donc des concours, des appels d'offres, de la gestion publique. Quand je parle de gestion, je parle de suivi de chantier, par exemple, Mhm. etc., ou de procédure, on va dire, de suivre un projet étape par étape, avec des grandes phases et je vais dire quelque chose de assez structuré que j'essaye toujours un maximum de retransposer sur même mes dossiers privés, parce que je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et je me dis aussi, si l'État décide de faire comme ça, c'est qu'il y a certainement une bonne raison, même au-delà du fait que je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et c'est ce qui fait, selon moi, que je vais dire, mes dossiers avancent de manière un peu cohérente et qu'il y a un suivi plutôt structuré Mhm. dans les dossiers que j'ai. Est-ce qu'aujourd'hui, tu kiffes d'autant plus ta live, le fait de t'être lancé, d'avoir peut-être attendu comme ça 6 7 ans avant de te lancer? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas lancé plus tôt finalement? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, après 1 an, tu as déjà 5 personnes avec toi? Je trouve que c'est nécessaire, personnellement, parce que je trouve que voilà, quand on sort de l'université, tu as fait 5 ans d'archi, c'est en fait dans la réalité des choses, il y a très peu de connaissances du monde réel. En fait, la gestion des coûts, la gestion des clients, etc. Et en fait, c'est quelque chose que tout ça, j'ai pu acquérir au fur et à mesure je vais même dire de ma formation, parce que je trouve que même quand on sort de l'école, en fait, on a encore énormément besoin d'être formé. Et je pense même que voilà, quand on est architecte, on n'a jamais vraiment fini. On apprend toujours, Voilà, c'est pour toujours. On progresse toujours, on apprend toujours. comme un investisseur immobilier. C'est exactement ça. Et donc, Je en pense que gros, c'est vraiment un parallèle intéressant. Euh, Comme tu dis, c'est constant c'est une apprentissage. évolution Ouais. constante, franchement. Et après, tu dois forcément t'adapter systématiquement à des nouvelles normes. C'est ça aussi, hein, l'idée, c'est de te dire qu'en fait, on part d'un constat de base où même tu vas travailler avec les différents corps de métier qui ont certaines habitudes auxquelles tu dois, je veux dire, et ces corps de métier, tu dois les confronter, si tu veux, aux nouvelles normes, aux nouveaux principes, je veux dire, de construction de manière générale. Mhm. Moi, combien de fois je me suis pas, entre guillemets, j'ai dû forcer un petit peu pour mentionner l'intérêt de devoir isoler une habitation. Voilà, quand je vais dire, je fais face à des entrepreneurs sur chantier qui ont beaucoup plus d'expérience dans la construction même que moi, mais où, je vais dire, les normes d'isolation d'aujourd'hui sont plus du tout les mêmes qu'il y a 10 ans. Donc, quand des fois j'entends des entrepreneurs qui me disent, bah, t'isoles, tu mets 4 centimètres, on n'en parle plus. Ouais. Bah non, enfin, c'est plus possible, on ne peut plus faire ça, quoi. Donc, il faut suivre, il faut se Faut se renseigner, battre. il faut se battre, Ouais, il faut se battre. Mais bon, c'est chouette. ouais, j'imagine. Euh, Est-ce que tu peux, si tu te souviens, essayer de retracer un petit peu notre rencontre il y a de ça quoi? Waouh! 1 an et demi? Ouais, bah deux après, ans?
Ouais, 2 ans, je dirais. Alors, je pense vraiment notre rencontre. Moi, il faut savoir que déjà, je te suivais sur les réseaux à l'époque. À l'époque. Et À l'époque. où tu faisais tes premières colloques sur Mons. Et où moi, en fait, en parallèle, j'avais aussi investi sur Mons également. Et je te voyais un peu sur les réseaux. Je voyais qu'on était de la même région, du même âge. Et Mhm. donc, forcément, je pense que le monde des gens qui investissent ou qui travaillent dans le bâtiment, c'est quand même petit, surtout pour des gens qui sont de la même région. Et en gros, suite à ça, je t'ai vu faire ce genre d'opération immobilière. Tu as lancé les apéros IMO. Et en fait, en gros, bah, moi, forcément, souhaitant aussi avoir en parallèle de mon job d'archi une casquette d'investisseur, bah, c'était clair que j'avais envie de me renseigner, etc. Toi, tu proposais je vais dire, du contenu sur ce type d'investissement. Et donc, bah, forcément, moi, il fallait que je te rencontre à un moment. Donc, en participant aux apéros IMO, on s'est vus, on s'est rencontrés. Et ensuite, de fil en aiguille, je ne sais même plus exactement comment, bah, tu m'as proposé d'être partenaire architecte des apéros. Enfin, pour moi, c'était, Ouais, c'était une suite évident. logique. D'autant plus qu'en fait, je pense que, je vais dire, enfin, je crois pas trop à tout ça, mais je veux dire, l'univers a fait que tu me l'as proposé au moment où je me suis lancé tout seul l'année dernière. Ouais. Donc, je pense que je suis parti au mois d'avril et on a signé un contrat au mois d'avril l'année dernière. Donc, Timing. timing parfait. Pour moi, c'était impossible de dire non. Donc, et l'aventure est lancée. C'est vrai, c'est vraiment très bonne réponse en tout cas. Et c'est vrai que tu as aussi investi comme ça dans une première colocation. Ouais. Il y a Ouais. combien d'années maintenant cette première Maintenant, ça va colocation? faire, ça va faire 5 ans. Ouais, Ouais, ça va faire 5 ans. ouais. Ça, Ouais. ça va faire 5 ans. Euh, Depuis, est-ce que tu as laissé un peu l'investissement en stand-by pour te concentrer sur ton activité parce que c'est difficile d'être Ouais, au four et au moulin, j'imagine? c'est clair. C'est clair. Alors, en gros, au fond de moi, j'ai jamais laissé tomber. Mais comme tu dis, voilà, on peut pas être au four et au moulin tout le temps. J'ai essayé, j'ai essayé aussi de me. Je veux dire, à chaque fois, je me renseigne pour essayer un peu de nicher quelque chose en essayant d'utiliser la corde à mon arc que j'ai. C'est ce que je pense être le mieux quand on investit, c'est d'utiliser sa corde, sa propre corde. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Moi, j'ai quand même une corde dans le monde de la construction qui est d'être architecte. Donc, c'est quand même un coût quand on rénove, quand on est investisseur. C'est quand même ça a un certain coût que je peux, entre guillemets, moi personnellement, me passer. Bien sûr. Et donc, j'essaye à chaque fois de nicher quelque chose. Mais je vais dire, voilà, c'est vrai que ça fait depuis cet investissement-là, bah, j'ai eu des rénovations sur ma propre habitation également. Et donc, forcément, c'était un peu compliqué de continuer. Mais ici, je t'avoue que je suis sur un petit quelque chose. Sur un petit quelque chose, on va dire, c'est un terrain qu'il est possible d'urbaniser, etc. Donc, je me penche plutôt sur ce type de projet-là Mhm. actuellement. Ouais. Tu es peut-être plutôt dans la réflexion pour vraiment mettre ton énergie au bon endroit C'est ça. que de te disperser dans des petits projets peut-être Bah, c'est ça. chronophages et moins rentables. Et puis, je fais aussi, comme je te dis, en fonction de moi. Moi, je vais dire, j'ai la capacité de ce que je vais appeler créer de la valeur. Pour moi, Ouais. en fait, un architecte, ça sert à ça, surtout. C'est créer de la valeur sur quelque chose qu'on achète dans un certain état. Et en fait, c'est que, aussi, on va pas se mentir, administrativement parlant, faire en sorte que le bien qu'on achète, que ce soit terrain, bâtiment, immeuble, peu importe, ben, soit revalorisé Mhm. en créant de la valeur en fonction de soit de la découpe ou soit juste une Ouais. construction pour faire en sorte que les mètres carrés soient bien utilisés, etc. etc. Ça, je pense, c'est un point super intéressant. Ouais. C'est le fait qu'en fait, dans l'immobilier, pour faire de l'argent, il faut réfléchir et non pas foncer tête baissée. Ça, c'est clair. Et au début, quand on est jeune investisseur, ok, Ah, on va foncer tout tête semble une baissée. pépite. De quoi? Tout semble une pépite. Tout semble incroyable Ouais. dans nos projections. Et finalement, plus on avance, et on le voit au quotidien avec des membres de l'accompagnement, tu nous Mhm. suis, etc., les projets les plus rentables sont les projets où on va généralement aller chercher une unité en plus, Mhm. aller chercher un projet sur un terrain annexe, C'est clair. valoriser, comme tu le dis, une parcelle sur laquelle on va Mhm. introduire un permis, C'est ça. 3, 4, 5, 10 appartements. Mhm. Euh, Tu peux nous en dire plus sur ce petit projet-là que tu as en tête? C'est quoi? C'est Alors créer des unités? C'est là, bah, quand tu me dis ça, c'est clair, j'en ai plusieurs en tête. Mhm. Euh,
donc, c'est des projets, je sais en plus que dont tu accompagnes justement les personnes. Je parle d'Antonio, de Zoé, même d'autres que moi personnellement j'ai, mais je veux dire, ceux-là, c'est ceux qu'on a, on va dire, en commun. C'est clair que, je veux dire, si on parle de Zoé, c'était un projet où donc elle avait, c'était deux maisons qui n'étaient officiellement pas deux maisons, en fait, c'était ça. Donc, en fait, c'était de régulariser, je vais dire l'idée, régulariser la division. Et il y avait justement ce terrain à côté qui était à proximité directe euh, du château d'Avray. Mhm. Donc, c'était la grosse problématique. Deuxième contrainte, c'est qu'il était en arrière-zone. Mais l'idée, c'était que ce terrain, il reste pas à l'abandon. Et donc, c'est vrai que ça, il y a eu, j'avoue, énormément d'échanges avec l'urbanisme. Euh, je pense franchement, on a été les voir au moins 3 fois, plus des suites de mails pour arriver en fait à Euh, sortir un logement en arrière-zone. En fait, je trouve qu'il y a quand même je sais pas si on dit un paradoxe, mais entre le fait que oui, il faut réfléchir Oui, et, euh, et vraiment prendre de la réflexion pour faire de l'argent, mais en même temps, il faut foncer. Parce que si on c'est prend ça. ce projet-là en question, c'était un bien qui était affiché à 105 000 euros sur ImoWeb. Oui. Voilà, on a eu une semaine pour l'acheter. Bah, on a fait une offre à Mhm. 70. Il y avait quelqu'un qui avait fait une offre à 60. On Oui. a fait une offre à 70, il y a eu une offre à 75. On a dit, OK, c'est rentable jusque... en tout cas, la projection qu'on voulait faire de ce projet-là, même si le terrain, finalement, on ne savait pas avoir de permis ou quoi Mhm. que ce soit, c'était quand même très rentable. Du coup, on avait fait 85 000 euros. Mais tout ça se décide très, très vite, tu Mhm. vois. Et donc, effectivement, la réflexion, c'est Ah oui, oui. important, mais le passage à l'action l'est tout autant aussi. Et je pense que le plus dur et ce qui bloque la majorité des investisseurs aujourd'hui, c'est de se faire confiance, Oui. premièrement, et d'avoir la vision, tu vois. En fait, ça, tu dois, entre guillemets, c'est comme si tu dois. C'est toujours ça la problématique, c'est que tu dois avoir une juste dose d'audace et une juste dose de pessimisme. Tu vois, c'est un peu ça. C'est que tu dois en fait voir enfin pour moi en fait, faut pas non plus noircir le tableau, mais je trouve que si t'as pas l'audace, tu vas pas optimiser et aller chercher le maximum de ton investissement. Donc en gros, si moi en tout cas quand je prends ma casquette d'investisseur, j'essaye toujours de me dire bon voilà sur ce projet-là, il y a un minimum, il y a un maximum. Certainement que en tout cas dans ce que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu faire, la moyenne, on arrive toujours plus ou moins à une moyenne. Si on est, moi, j'essaie toujours d'être pessimiste pour me dire, voilà, au cas où, si ça va pas, si ça va pas, est-ce que c'est quand même rentable? Mhm. Mais j'ai quand même l'audace d'aller chercher plus. Donc, concernant ici, concernant le terrain dont on parle, c'était donc dans ce que tu me dis, c'est pour moi la bonne réflexion, c'est de se dire si maintenant le terrain n'est pas viabilisable, ben, en tout cas, rien que cette opération-là est rentable. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas investir davantage pour tenter d'aller chercher le terrain, parce que c'est clair que moi, Zoé, elle a investi sur moi, sur mon travail, alors que, entre guillemets, on est garanti à rien. Voilà, donc Ouais. je vais dire, de base, je me souviens, le croquis que tu m'avais envoyé, on devait faire sur 5 garages. Ouais. Et au final, on fait un C'est vrai que c'était logement. l'idée première. C'était l'idée. Ouais. Et là, je veux dire, moi j'avais demandé à la commune, la première réponse c'était non, quoi. Mhm. Donc, parce qu'il y avait déjà des garages à côté, ça semblait, on va dire, cohérent. Et ensuite, bah, c'était à l'audace. On Mhm. aurait pu juste s'arrêter là et dire, bah non, de toute façon, on fera rien là-dessus. Et après, on a tenté de dire, bah voilà, on va faire un logement. Ouais, c'est ça. Et C'est beaucoup de savoir se remettre en question aussi. Je pense que c'est énormément. très important en tant qu'investisseur et prendre des décisions rapides aussi. Euh, Surtout dans le cadre de projets, d'introduction de permis, ça prend du temps. Ça prend énormément de En temps. Belgique, ça prend du temps. Est-ce que, pour répondre un peu j'imagine, à la question que beaucoup de personnes qui nous regardent ont, c'est ça prend combien de temps d'avoir un permis qui est accepté, tu vois. Ça, alors, Quel type de permis? déjà, ça dépend quel type de permis, parce qu'en fait, en gros, ça, j'avais fait je vais dire, ma première présentation aux apéros IMO l'année dernière. J'avais basé mon thème là-dessus aussi. Donc, en fait, déjà, il faut pas négliger, c'est le temps nécessaire pour euh, élaborer le projet. Donc, en gros, je vais dire, faire un permis, c'est pas, je vais dire, c'est pas, comment je vais dire, il n'y a pas vraiment de métaphore, mais c'est pas quelque chose de déterminé de base. Je vais dire, même, je vais dire, pour les projets qu'on a ensemble, euh, on, on peut aller très très loin dans un projet. Donc, Mhm. en fait, en fonction du niveau d'attente de finition, je vais dire, on peut tout remettre en question, on peut se renseigner sur des tas de choses, des tas de matériaux, la cuisine, on va la mettre comment, on peut déjà tout élaborer préalablement, ce qui prend forcément
plus de temps Ouais. que, je vais dire, si on se dit, bah, c'est bon, là, on va mettre la cuisine dans cette zone-là, c'est pas exactement, il n'est pas nécessaire d'avoir une précision ultime pour la phase permis, mais il y a des gens qui veulent, dès la phase permis, avoir ces niveaux de précision déterminés dès cette phase-là. Donc, en gros, il y a tout ce temps d'élaboration du projet, il y a aussi tout le temps à prendre pour tout dessiner. Je vais dire, il y a énormément, il y a quand même pas mal de dessins pour faire un permis. Mhm. Et ensuite, toute la partie administrative aussi, qui est de plus en plus lourde. Ou en plus, ou en plus maintenant, on va demander à d'autres, je vais dire, d'autres intervenants. Donc, on va parler de la PEB, on va parler même potentiellement d'essais de sol, on va parler d'essais de percolation, dans le cas où on imperméabilise Mhm. les terrains. Et donc, tout ça prend Tout ça prend du temps du temps ouais, en fonction de la disponibilité des gens, avant de pouvoir avant de introduire pouvoir, quoi que ce soit. avant de Ouais. pouvoir ne serait-ce que déposer. En plus, maintenant, dans la majorité des cas, on ne peut pas déposer comme ça comme on veut. Il y a un rendez-vous à prendre, il faut aller déposer. Euh, et, euh, et ensuite arrive le temps d'attente pour obtenir le permis en plus. Donc ça, il y a, on va dire, trois grandes parties pour avoir trois grandes possibilités d'attente. Et là, en fait, en fonction de votre permis, vous avez comment je vais structurer ça. Donc, dans tous les cas, vous avez 30 jours pour avoir une validation que votre permis soit complet. Ok. Qu'il manque Donc, pas de qu'il ne manque documents, pas de que tout documents, soit là. etc. Donc, ça, vous avez les 30 30 jours jours. ouvrables? 30 jours, en fait, c'est sauf les dimanches et les jours fériés. Enfin, c'est un calcul un peu. Ok. C'est pas Voilà. juste calendrier, c'est C'est pas. pas jusqu'à l'entrée. Ouais, ok. C'est un peu plus, 30-40 c'est un jours, peu on plus va dire ça funky. comme ça. Ensuite, vous avez trois possibilités en fonction de votre permis. Si il détient des écarts, est-ce que le fonctionnaire délégué va être sollicité? Est-ce qu'il y a d'autres services que l'urbanisme qui vont être Fonctionnaire sollicités? délégué, tu peux expliquer? Alors, le fonctionnaire délégué, en gros, si je dois hiérarchiser ça, vous avez la partie, je vais dire, comment je vais dire, la hiérarchie communale, je vais C'est dire. ça. Donc, ça va être votre contact direct auprès de l'urbanisme. C'est ce qu'on va appeler la commune ou Mm. l'urbanisme communal. Et en fait, au-dessus, je vais dire, au-dessus de ça, vous avez la région et on va dire le chef de l'urbanisme régional. Ça s'appelle, enfin, il est nommé le fonctionnaire délégué. Région, tu veux dire Hainaut Alors en fait, il y en a un par région, et il y en a deux dans le Hainaut. Donc vous avez un Hainaut 1 et un Hainaut 2. Ouais, c'est ça. Donc le Hainaut 1, ça va pas, On ça n'a va pas vraiment. un seul pour la Wallonie, Il c'est n'y en ça. a pas un pour la Wallonie. Non. Ouais, parce que le mec aurait Ah ouais, la tête qui explose. bah déjà, franchement, ils doivent être noyés parce que voilà, eux, ils gèrent, on va dire, tout ce qui va. Eux, ils doivent être sollicités dans certains cas. Donc, quand il y a des dérogations, par exemple, à des guides régionaux d'urbanisme, il y a Mhm. des guides communaux d'urbanisme. Donc, quand il y a des dérogations ou des dérogations plan de secteur, donc en fait, quand vous construisez, par exemple, sur, je ne sais pas, dans un terrain qui a je vais dire, une vocation plutôt de loisir et vous voulez y faire un logement ou Une dérogation. une dérogation. Et donc là, après, directement, ça passe chez lui et il y a une analyse, etc. Tout ce qui va être également. On peut aller jusqu'à 3 dérogations. Non, Il n'y a ça, pas de limite. il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est pas parce qu'en fait, certaines dérogations, on va dire que les prescriptions urbanistiques, elles datent il y a certaines dérogations, enfin certaines normes urbanistiques, je vais dire, qui datent d'il y a 50 ans. Euh, C'est un cahier qu'on peut c'est consulter. oui, oui, on va pas dire enfin, les cahiers, ça n'existe plus. Mais on s'est retrouvé ça sur Internet. Donc en fait, moi, je dois faire ça pour chaque permis. Aller voir la parcelle cadastrale, analyser l'ensemble des prescriptions qui sont concernées, pour lesquelles la parcelle est concernée, analyser en fonction du projet qui est remis et voir ce à quoi je déroge ou je ne déroge pas. Mhm. Donc ça veut dire si on parle de rehausse, de division, de densité, etc. Et etc. j'imagine que chaque commune a son guide un peu territorial, a un peu son guide de ce qu'on peut faire, pas C'est faire. ça, majoritairement, c'est chaque commune. Parce qu'on était sur un projet ici à Chièvres, on Oui, en avait discuté. oui, Euh, Incroyable projet. C'était une vente en ligne sur Bidit, ok. si tu te souviens, et 220 000 euros, il n'y a pas eu d'offre. Bah, j'ai loupé en fait le coche. Je Ok. pensais que c'était à 13h et en fait c'était à 11h la vente. Donc tu vois, question d'organisation, des fois la tête qui explose. Et il n'y a pas eu d'offre dessus, donc Bidit Ok. a 7 jours pour mettre une offre. Et là c'était offre à partir de 220 000. Personne n'a fait d'offre. Donc Ok. en fait, je contacte le jour même le notaire, j'essaie d'attaquer le terrain, faire une offre à 200 000. Il dit, ah, malheureusement, c'est pas possible, on va devoir le remettre en vente sur Bidit. Ils l'ont remis en vente un mois et demi plus tard, il est parti à 270 000. T'imagines?
C'est S'il a eu à 2,20, j'aurais gagné 50 000 euros. c'est ça. Tu aurais pu le revendre après. 50 000 euros pour 2 question heures, d'agenda. Ouais. c'est clair. Mais ils avaient, en tout cas à Chèvres, leur propre guide en Mhm. termes de ce qu'on peut faire, pas Des normes faire, urbanistiques. de normes, etc. Mhm. Il y a des communes plus facilitatrices que d'autres. Je peux pas dire ça ici. Bon, on va pas Mais répondre à après, cette question. mais ce que je Mais vais- venez aux apéros un soir si vous voulez discuter de vive voix. Ce que je vais dire ce que je peux dire sans vouloir, voilà, ce que je peux dire, c'est que forcément, quand on va déposer un permis d'urbanisme dans ce que je vais appeler des grosses communes, donc je vais dire moi dans les communes dans lesquelles je travaille principalement, on va dire c'est Tournai, Mons, Charleroi, Mhm. forcément ce sont des communes qui sont beaucoup plus sollicitées en termes de demande de permis, en termes de, je vais dire, de construction, que, je vais dire, une commune, je vais dire, beaucoup plus petite ou plus rurale, où forcément, je veux dire, je suppose, l'urbanisme est moins sollicité et donc plus accessible. Et donc, bah, forcément, je veux dire, le contact humain, je trouve que c'est fondamental, fondamental, fondamental. Que ce soit, Ça, tu le répètes très mais souvent. je le dis tout le C'est temps. presque ton combat. Ah oui, oui. Mais après, Ça fait gagner du temps selon toi de... pour moi, ça fait gagner Ouais. du temps. Alors, je sais qu'au départ, quand on est client, c'est frustrant parce qu'en fait, on attend des rendez-vous, on attend des retours. Tu veux dire pour expliquer, au lieu d'envoyer un mail, bonjour, Voilà, j'aimerais un avis c'est sur ça, tel ou tel projet, c'est ça. c'est que toi, tu prends Moi, rendez-vous j'essaye de et tu vas prendre rendez-vous, exposer ouais, c'est directement. ça. Ouais. Parce que je trouve sincèrement que l'information reçue en présentiel, elle est plus pertinente. Et aussi, je trouve, il y a une meilleure compréhension aussi. Parce que je trouve que voilà, il faut pas se mentir non plus. Un mail, c'est très formel. Ouais. C'est aussi une trace écrite. Et donc, ben, c'est clair qu'il y a des gens, je pense aussi, faut être honnête, peut-être pas toujours je vais pas dire bien intentionnés, mais bon, voilà, qui prennent ça en support. Et je pense que voilà, l'urbanisme Ils veulent derrière, pas se mouiller. voilà. Ouais. Et on l'a vu récemment sur le projet de Ciply, où Oui, on voulait scinder la parcelle en deux, construire deux c'est maisons ça. devant, construire derrière. Parce qu'il y avait, il y avait je veux dire, le terrain était traversant, il y avait accès à deux voiries Ouais, distinctes, qui c'est étaient ça. très longs, donc il y avait un souhait de diviser Mhm. en deux. Et je On veux n'a dire, pas eu de réponse on n'a pas eu de avant. On réponse, n'a jamais eu de réponse. malgré les relances et les relances et les relances. 3 mois de Après, bon, relance, jamais de réponse. bah, Donc là, on aurait dû c'est prendre un pas rendez-vous. coupé, hein, c'est pas- Ouais. pas- Je ne sais pas si l'urbanisme à Mons nous écoute, mais voilà, Moi, j'étais pas là. t'étais pas là. Non, mais après, ça peut arriver de ne pas savoir traiter la demande par email, tout simplement. Et Bah donc, oui. là revient la logique de prendre rendez-vous sur place. Mhm. Après, des fois, je te sollicite aussi tellement pour demander des avis préalables que tu peux pas prendre des rendez-vous pour tous les avis préalables possibles. Bah, non, après, je veux dire, moi, j'envoie des demandes. Ça dépend aussi, des fois, l'urgence. Ça dépend aussi, je pense, la complexité aussi du projet. Mhm. Oui, je pense que moi, il y a certains projets qui ne nécessitent pas forcément d'aller voir, d'aller rencontrer, je veux dire, quelqu'un sur place. Comme par Euh, exemple, ici, on a la transformation d'un temple en habitation. oui, ah, ouais, c'est ça aussi. J'ai un client qui transforme un temple, donc c'est repris comme Oui, temple, hein, c'est ça, C'est sur un un... temple chrétien. C'est un Non, temple un chrétien, ancien temple chrétien. ancien temple chrétien qui est repris donc dans les documents notariales, c'est Ouais, ça, ouais. notariés. Et là, ce qu'on fait, tu peux peut-être expliquer c'est quoi, c'est un... Bah, en fait, ici, on fait simplement un changement d'affectation. Donc, en gros, c'est dans la commune de Boussu. On fait un changement d'affectation. On transforme je vais dire, ce bâtiment, je vais dire religieux, je vais Mhm. appeler ça religieux, en logement. Les superficies étaient clairement favorables. La disposition intérieure, c'était très ouvert. Donc, on savait un peu faire ce qu'on voulait. Et bah, ici, on fait simplement changement d'affectation sans pour autant, je vais dire, modifier le caractère extérieur du bâtiment. Donc, ils voulaient préserver justement le bâtiment en l'état à l'extérieur et en fait, tout simplement, venir créer des cloisons et venir refermer et créer un logement à l'intérieur. Ce projet, de base, on n'est pas obligé de passer par toi pour ce changement d'affectation, Non, non, mais celui-là, on n'était pas obligé. on n'était pas obligé. Après, je pense que ça a toujours plus de poids quand ce genre de dossier, selon toi, est introduit par un architecte ou par quelqu'un, simplement par une personne qui peut le faire par lui-même, effectivement, mais
Alors, il faut savoir que moi, C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais. mon avis, c'est que je trouve que c'est. Je ne sais pas si on va dire ça a plus de poids, mais je pense que ce n'est pas non plus spécialement accessible à n'importe qui de répondre correctement à, je vais dire, l'ensemble des documents Mm. administratifs. Je pense que c'est plutôt pour ça. Tout le monde est à même, selon moi, je vais dire, en tout cas dans ce type de gabarit de projet, je vais dire, c'était quand même relativement simple. Je vais dire, on avait un grand espace vide, on fait deux chambres, une cuisine, une salle de bain, une buanderie, une toilette, un Mm. séjour. Je pense que si, bon voilà, j'ai quand même émis moi certaines modifications sur le plan que forcément, je vais dire, auquel le client n'avait pas pensé. Ça a optimisé, je trouve, Bien son sûr. espace. Parce Donc que voilà, mais finalement, si je me trompe, il aurait pu perdre du temps. Parce que c'est pas une prestation forcément très coûteuse comme... non, parce qu'en fait ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement aidé à faire ses documents administratifs. J'ai juste repris son plan. Je lui ai juste conseillé d'aménager un peu autrement pour optimiser son espace. Mais encore une fois, ici, on va parler de création de valeur. Mm. Encore une fois, c'est le fait Ouais. de trouver un aménagement intérieur, de l'optimiser, de dire, ben voilà, à l'intérieur, le confort et la fonctionnalité de ton bâtiment va être optimisé en modifiant telle cloison, en faisant. Voilà, c'est plutôt ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que son projet n'est pas faisable, mais c'est juste, on va dire, c'est mieux. Voilà. C'est. Création de valeur ici, c'est vraiment un bon exemple parce Mhm, que c'est la oui, transformation là c'est d'un clair. temple en habitation unifamiliale. Et le fait que ça a été vendu comme un temple, Oui, bah, ça a dévalorisé le bien sûr. bâtiment. C'est un bâtiment qui a pris du temps à se vendre. Mhm, Et c'est là que, ben, mon client a fait une bonne affaire parce que lui, il a compris qu'en fait, changer cette oui, affectation, c'était pas très compliqué. non, Et au lieu de l'acheter 100, ben, il a acheté 75 par exemple. oui, Tu vois. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, on gagne aussi de l'argent à l'achat. Euh, c'est clair. Ça, je pense que c'est vraiment. Et ça, en tout cas, ça bascule sur la question suivante qui est quel est le conseil aujourd'hui que tu pourrais donner à un investisseur qui se lance, Mhm, qui veut faire de l'argent, qui veut potentiellement, je ne vais pas dire être libre avec l'immobilier, mais en tout mhm. cas avoir une vie plus. Bah, je pense que les bonnes opérations en termes d'investissement, euh, c'est, je pense que sincèrement, les bonnes opérations, c'est quand il y a je vais dire une transformation, je vais dire dans les grandes lignes d'un bâtiment, d'un terrain, etc. Mhm. Donc en gros, ça veut dire que si, je pense que c'est pas les meilleures opérations d'acheter une maison pour le louer comme une maison. En fait, c'est rarement la Tu veux bonne dire un crédit opération. qui s'autofinance? Bah, pour moi, s'autofinancer, souvent, c'est jamais vraiment le cas parce que en fait, vous allez l'acheter, tu vas l'acheter comme une maison, tu vas le payer le prix d'une maison et ça veut dire que tu vas le louer le prix d'une maison, mais entre guillemets, toi, le cadastre derrière, tu dois le payer. Si le bâtiment, Mhm. bah, je vais dire, avec le temps, il s'use ou alors il y a des choses à remplacer, etc., tu dois le payer aussi. Mais Ouais. enfin voilà, le prix de base, il est forcément évalué au niveau de ton loyer, en fait. Donc, je veux dire, c'est jamais, pour moi, c'est jamais forcément des bonnes opérations. Même ça peut arriver, je veux dire, mais pour moi, je vais dire, les meilleures opérations, c'est quand on achète un bâtiment ou un terrain, qu'on va le transformer en changeant son affectation, en le divisant, et à ce moment-là, on va aller générer des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Mhm. Mais en tout cas, c'est clair que quand on veut diviser bah, ça veut dire qu'il faut acheter un bâtiment qui soit relativement grand. Et donc forcément, l'investissement est plus important, avec une rénovation forcément plus importante, parce que voilà, ce sont des superficies, etc. Mais on l'a acheté au prix, entre guillemets, d'un bâtiment Mhm. pour en faire. Et c'est ça, en fait, la C'est- magie. Moi, c'est mon combat au quotidien et tu le sais. C'est le fait que le locatif, on nous a vendu ça comme une solution miracle. Mais il y a tellement de frais cachés, Oui, tout tellement à de fait. galères. C'est un deuxième emploi, le truc. Tu vois. Oui, oui. Bon, Moi, c'est pas toujours le cas, mais moi, t'as ta coloc. personnellement, moi, j'ai ma coloc. Je vais dire ici, je leur dis à tous bonjour à mes colocs actuels avec qui ça se passe très très bien. Euh, mais, euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, voilà, c'est clair que c'est un deuxième job, hein. C'est clair. C'est réveiller la nuit, et puis l'investissement qui s'envole, hein. C'était Ouais. meublé, etc. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Je pense que ça arrive à tout le monde. Ça fait partie du jeu aussi. Et c'est clair que voilà, se sortir de ça et faire plutôt partir sur un principe d'achat-revente,
Je veux dire, ça a aussi, pour moi, ça a aussi son lot d'avantages. Mais après, c'est clair que pour des personnes qui commencent aussi, je pense, ben, je veux dire, le locatif, c'est un bon départ. Mais c'est peut-être pas la finalité attendue. Après, il y a locatif et locatif. Oui. Il y a locatif qui s'autofinance, Mhm. mais tu n'as pas créé de valeur. C'est ça. Donc pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Et puis tu as le locatif où effectivement, tu as créé 80 000 euros de plus-value sur ton bâtiment parce que tu l'as rénové intelligemment, C'est tu ça. as été chercher, tu as vu le potentiel que personne n'a Mhm. vu, et alors tu le loues parce que c'est OK. Tu n'as pas besoin de prendre les 80 000 sur ton compte en banque, tu sais qu'ils sont là et C'est ils ça. dorment. Ça, c'est du vrai bon locatif, C'est tu ça. vois. Mais la majorité des gens aujourd'hui, et tu le sais, tu côtoies beaucoup d'investisseurs, c'est qu'ils investissent dans des projets qui s'autofinancent mais n'ont créé aucune valeur. Bah, c'est clair que, je veux dire, entre guillemets, en faisant ça, enfin, je veux dire, entre guillemets, pour moi, faire ça, c'est faire face à, je vais dire, subir le marché de l'immobilier, je vais appeler ça, je vais plutôt dire ça comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire en fonction que l'immobilier va prendre de la valeur ou être dévalué, on est simplement tributaire du système, je vais dire. Alors que c'est clair que peu importe le marché, vous créez de la valeur, elle est créée. Mm. Voilà, même si demain l'immobilier vaut un peu moins, je dirais selon moi en tout cas, je suis pas Nostradamus, mais ça m'étonnerait très fort que, je veux dire, si on Ouais, crée 80 000 euros de plus-value sur le bâtiment, sur les 10 ans, votre bâtiment il va jamais perdre 80 000 euros. Non, Donc, ça va même se transformer en 120 000, 150. sûrement, mais bon voilà, c'est plutôt ça l'idée quoi. Mm. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Je vois l'investissement. De ce que tu vois, toi, au quotidien, au niveau des gens qui te sollicitent, Ouais. j'imagine que toi, tu dois savoir tracer deux catégories de personnes. Tu as les gens qui investissent Oui. et qui font de l'argent, tu as ceux qui investissent et tu vois bien qu'ils vont pas faire 80 000 euros de plus-value, tu vois. Bah, des fois, c'est pas forcément eux enfin, c'est pas la personne qui me fait dire ça, c'est le projet. Et ça, j'avoue que euh, étant, enfin, je vais pas dire étant investisseur aussi, mais je veux dire, vu que j'ai une sensibilité à l'investissement, on va dire ça comme ça, quand il y a, on va dire, des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, en fait, on va faire des travaux dans notre habitation, ou je vais dire, dans le logement qu'on loue, peu importe, et en fait, on voudrait faire, je dis une bêtise, une extension de 50 mètres carrés. Mm. Des fois, en fait, je mentionne quand même le conseil de dire, sachez que le bâtiment, il va pas prendre la valeur de l'annexe, ou Ouais. enfin, entre guillemets, de l'extension que vous voulez faire. Là, c'est dans la résidence principale plutôt. Là, c'est plutôt dans la résidence principale, mais après, peu importe. Je veux dire, des fois, en fait, tout dépend. Je pense qu'il y a certaines rénovations où, en fonction de ce que tu vas diviser, ou en fonction ou la manière à laquelle tu vas rénover, euh, pour moi, ce qui est un mauvais investissement, c'est quand les logements sont pas forcément fonctionnels. Parce que si maintenant tu rénoves avec des bons matériaux, où ça va être cher, où ça va être forcément plus qualitatif, ben ça, ce que je vais peut-être enfin, où je vais interpeller mon client, ça va être plutôt l'endroit où on va le faire. Et Mhm. selon moi, je veux dire, vu que la rénovation est plus qualitative, forcément, ça va se retrouver sur la rentabilité, que ce soit à la vente ou à la location, peu importe. Mais je pense sincèrement que enfin moi, si j'ai bien compris la question, c'est vraiment la localisation qui va déterminer si l'investissement il est plus ou moins rentable. Mais selon moi, voilà, je vais dire, on va pas mettre des WC en or dans une commune à problème. Enfin, voilà, ça ne sert Oui, à rien. C'est plutôt ça, mon idée. Mais quand même, avoir une bonne prestation dans ton logement, ça amène forcément à une meilleure rentabilité. oui, bien sûr, il faut pas faire le marchand de tapis à rénover. Non, mais c'est pour, je Euh, grossis le trait pour ouais, qu'on comprenne, hein, ouais, mais effectivement. Je pense qu'au début, les gens ont beaucoup de mal, c'est à budgétiser les travaux. oui. Ça, c'est vraiment, moi, je le vois dans tous les gens que j'accompagne. Ils y connaissent absolument rien. Mhm, Ils savent pas analyser des devis. Ils connaissent pas le prix au mètre carré des faux plafonds. Je veux dire, mhm, ils pourraient signer n'importe quoi, bien sûr. avoir le double du budget que moi j'aurais eu, tu vois, Oui, et même pas s'en rendre compte. non, C'est une catastrophe. non. Mais c'est pour ça, moi, bah déjà, c'est clair que c'est super important de se faire accompagner. Que ce soit par un expert de la construction ou par un investisseur ou par un architecte, voilà. Mm. Euh, mais parce que déjà, mais je sais que ça a un coût et même, mais c'est très souvent,
je veux dire, cet investissement est souvent, il y a un return, quoi. Oui, énorme. Il y a un return énorme. Et bah voilà, parfois c'est simplement, voilà, on va mentionner on va lancer quelques milliers d'euros sur un architecte ou sur un investisseur ou sur un accompagnateur. Enfin, franchement, quand on parle de travaux, en fait, en fait, s'il est juste là, le problème, c'est que dès qu'il y a un couac, ça prend tout de suite des proportions en milliers d'euros, mais c'est terrible. Et à ce moment-là, on se dit, purée, en fait, si j'avais donné 5 000 ou 10 000 euros à quelqu'un, en fait, j'aurais pas eu les 50 000 là Bien sûr, la à budgétisation. budgéter. Et donc, mais même après, toi, tu as la partie budgétisation. Moi, j'ai aussi la partie suivi, gestion financière des chantiers, comment on va procéder pour payer l'entrepreneur. Mhm. Donc, il y a toute cette partie-là aussi qui est fondamentale. Moi, j'ai tellement de clients qui me disent, voilà, moi, avant, j'ai fait ce projet-là. L'entrepreneur, il me demandait des acomptes. Moi, je payais parce qu'en fait, ils avaient un crédit travaux. En fait, eux, ils envoyaient les devis, ils envoyaient à la banque. Voilà, c'est tout. La banque payait, c'était terminé. Eux, ils prenaient le seau, ils transvasaient, et voilà. Sauf qu'en fait, derrière, mais il ne se passait pas grand-chose, ou pas suffisamment. Et donc là, il y a forcément une analyse qui doit être précise euh, et qui doit être suivie pour faire en Payé sorte par que... tranche. Payer par temps. Moi, en fait, je vais dire majoritairement, dans ma structure globale, quand j'ai fini mon permis, je fais ce qu'on appelle un dossier d'exécution avec un maîtret. Et en fait, moi, ce maîtret-là, c'est ma base pour mon suivi de chantier. Parce qu'en fait, c'est ce maîtret-là, les entrepreneurs vont remettre prix sur les quantités et les postes que j'ai décrits. Et en fait, moi, quand je suis sur chantier, je reprends simplement le poste avec le prix que l'entrepreneur a mentionné. Et en fait, il suffit de suivre, quoi. Et je dis, ben voilà, en fait, tu as mis, je dis une bêtise, tu as mis 4 douches, mais tu n'en as pas mis 10. Donc là, moi, aujourd'hui, je te paye 4 douches. C'est mentionné, c'est mis là, tu as mis autant le prix par douche. Donc, Très important de payer au fur et à mesure. et donc voilà, moi, c'est toujours comme ça. Et comme ça, pour moi, déjà, ça protège et le client, et selon moi, ça protège, sans vouloir, enfin, il faut aussi le dire, ça protège aussi les entrepreneurs, parce que si maintenant le client ne paye pas, ce qui peut aussi arriver, il n'y a pas que l'entrepreneur qui ne fait pas son travail, des fois le client ne paye pas, mais en ayant justement cette vision, majoritairement, moi je fais ça hebdomadairement, mensuellement, pardon. Mhm. Je fais ça mensuellement. Et si le client ne paye pas, en fait, l'entrepreneur, il a pas travaillé pendant des mois pour après ne pas recevoir son argent. Donc, je veux dire, il travaille son mois, il est payé. C'est ça. S'il n'est pas payé, il travaille plus. Quand tu fais des Et suivis comme ça, c'est toi qui fais le lien entre le client, oui, l'entrepreneur, oui. et ça passe par toi. Logiquement, le client, il parle pas à l'entrepreneur. Ok. C'est en fait, tout passe par moi. Je suis en fait censé être le bouclier méchant. Le bulldog. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, en gros, savoir ce qui a été fait, ça n'a pas été fait. Et également, le client, je dis là maintenant, je vais dire à l'entrepreneur, là, vu qu'il y a eu ça qui a été fait, tu factures autant, c'est facturé autant. Je dis au client, c'est bon, c'est validé, tu peux payer autant. Mais si C'est maintenant, une belle garantie, une belle sécurité, je trouve, quand ben, tu as un peu peur de j'ai te des lancer seul, assurances. etc., etc. Moi, je paye des assurances. Donc, ces assurances-là, moi, je les paye pour chaque projet. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est difficilement perceptible pour les clients. Je veux dire, c'est comme quand tu payes ton assurance voiture, quoi. Est-ce C'est qu'un pas... investisseur te demande un suivi de projet ou c'est plutôt du résidentiel? Alors, légalement, je suis entièrement responsable de tous les projets qui sont dessinés. Je veux dire, à partir Tu as une du... garantie 10 ans? J'ai une garantie 10 ans sur tous les projets. Hmm. C'est ça. Comme l'entrepreneur, en fait. C'est censé avoir été bien fait et on peut se retourner contre toi. C'est exactement ça. Faut pas le crier trop fort, mais on va dire c'est ça. Ok, trop bien. Plein de pépites dans ce podcast, trop cool. Petite question, ça Oui. c'est plutôt à titre personnel. Tu côtoies aujourd'hui beaucoup d'investisseurs. Oui. Tu as les miens, mais tu n'as pas que les miens. Tu as beaucoup d'autres J'en ai investisseurs d'autres, oui. qui sont très très lourds. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas moi avec mes clients, on va se diriger vers des projets autour des 100 000, 200 000 achats, 100 000 travaux. Donc ça va être des projets entre, allez, le plus petit, peut-être 150, 200 000, plus gros, 300, 400. On va dire ça comme ça. Ce sera généralement des maisons mitoyennes ou bien un petit immeuble de rapport. C'est ça. Généralement, nous, on rénove, on crée de la valeur, on revend. C'est ça. Parfois, on garde, mais souvent, on revend. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis des gens qui achètent plutôt des villas à des coûts 400 000, 500 000, vont apporter peut-être 100 000 de valeur
et vont viser un flip à 1,2 million, 1,3 million, tu vois. Par rapport à la proportion de, OK, on fait de l'achat-revente, on fait du flip, mais bon, les gens classiques n'ont pas la capacité d'emprunt d'aller sur des flips à ouais, ouais. 500-600 pour faire 1 million à la Mhm. sortie. Alors, les investisseurs, selon moi, ils font pas ce genre d'investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire des maisons unifamiliales, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Donc, en gros, quand ils achètent, je veux dire, acheter une grosse maison, ben, en fait, tu le fais à ton goût. Et donc, c'est un peu compliqué, selon moi, en tout cas, de mon expérience. Je vais dire, les personnes qui vont se porter sur une réno de maison unifamiliale, 4 façades, voilà, c'est rarement pour les revendre après, parce que bah, Pourtant, forcément. moi, je trouve qu'il y a un vrai marché. Parce que Oui, oui, bon, là où tu es venu me faire le permis de régularisation pour la poutrelle, oui. ce bien-là, il a généré une plus-value brute de 105 000 euros. Tu vois. Ouais, mais c'est sa localité qui fait sa force. Prix d'achat, Oui, rénovation bien budgétisée, oui. et prix de revente, comme tu Mhm. dis, localisation. Oui, Mais ça reste de l'unifamilial. Donc, finalement, je me dis, il y a quand même des gens aujourd'hui qui ont un pouvoir d'achat oui, bien costaud, oui, qui cherchent à rentrer dans une maison sans avoir rien à faire, qui oui. veulent pas être en mitoyenne, mais en Mhm. villa, 4 façades, pas de voisins. Et donc, je pense qu'il y a quand même un marché sur le type vraiment villa à rénover, tu vois. Ok. Parce que je sais qu'il y a des gens qui achètent des maisons à 1 million, même dans la région montoise, hein, Oui, il ne bien faut pas sûr. aller à Ah non, Waterloo non. pour ça. Moi, Hein. je n'imagine pas. Moi, j'ai j'ai pu côtoyer des gens qui, même dans la rue, faut pas aller à Uccle, hein. Bien sûr. C'est ici, c'est chez nous, hein. Il y a des gens qui ont les capacités financières d'aller construire des immeubles assez importants ou Même faire juste des racheter, énormes, même juste acheter des racheter. maisons, hein, rénover, Ouais, maison ouais, je sais pas, des années 80 bien sûr. qui a été rénovée. Et moi, je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus. Et les gens ont tendance à voir petit, tu vois, Mhm. petite mitoyenne, rénovée. Bon, c'est normal, les gens Ouais, mais n'ont pas. après ça, tu vas pas vendre ça à 1,2 million, quoi. C'est pour ça que moi, dans Mais l'échelle, si la villa, elle est totalement rénovée. oui, mais je pense vraiment, enfin, personnellement, après, voilà, c'est mon avis, mais je pense vraiment que les gens qui veulent acheter, je veux dire, une habitation à ce prix-là, je me dis que c'est des maisons pour eux. Je me dis pas, Ah oui, pour eux, bien c'est pour eux, sûr. c'est pas pour investir, quoi. Non, oui, je sais, mais si tu es l'investisseur qui leur vend la maison à 1,2 million, Ouais, oui. c'est ça. Et donc, ma question, c'est vrai que c'était est-ce que tu côtoies des investisseurs qui sont déjà sur cette niche-là, d'acheter une belle villa, mais Non. qui date Ouais, un peu des années 90 ouais, ouais, à je vois. restaurer. Non, non. Tu sais, c'était Mousse qu'on avait vendu une, je pense, dans un bois comme ça, à 600 000 euros. Mhm. Et le genre de maison que je sais, si elle est retapée aux normes de 2026, un peu Ouais, classe, etc., genre de maison qui part à 1,2 million. Je le sais, parce que je côtoie des gens qui ok. achètent des maisons à ces prix-là pour y vivre, là Ouais. en l'occurrence. Non, moi, j'ai pas de clients qui sont plutôt dans cette niche-là. Moi, majoritairement, ce sont des promoteurs et donc et qui sont pas vraiment dans le résidentiel. Donc, c'est plutôt dans le bloc Ouais. d'appartements, les unités, prendre un terrain, le diviser. Moi, là, pour l'instant, j'ai ça. J'ai des maisons unifamiliales, mais justement, c'est les maisons unifamiliales que j'ai qui sont, je vais dire, 500, 600 000 euros, je veux dire, valeur de construction. Bah, je veux dire, les clients ne sont pas investisseurs à ce moment-là, c'est vraiment pour eux y vivre en fait, et ils la font à leur goût, avec, comme je te dis, avec leur cuisine, leurs Oui, espaces, en nouvelle construction, en quoi. nouvelle Ouais. construction classique, quoi. Donc voilà. Mais peut-être que c'est un marché, oui, c'est vrai, Ouais, j'en suis persuadé. franchement. J'en suis persuadé. J'ai encore quelques questions pour toi, Luigi. Oui, Euh, alors, si tu devais partir sur de l'achat-revente, oui. dans les gens que tu accompagnes, les histoires que tu peux entendre, euh, tu penses quoi du homestaging? Tu vois, le fait de d'arriver dans une pièce, de mettre des belles moulures, tu vois, comme ça, d'aller loin dans la réflexion sur, ok, je vends un produit fini, tu vois. Parce que par exemple, Mhm. moi, jusqu'ici, je fais beaucoup d'achats-reventes, Oui, mais c'est vrai que je me casse pas trop la tête. Déjà, je fournis jamais de meubles, tu vois. ok. Je sais qu'il y a d'autres investisseurs qui fournissent des meubles, tables, chaises, TV Mhm. au mur, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que ça va être aussi quelque chose que je ferai plus tard, mais jusqu'à quel point, selon toi, le homestaging, ça peut être rentable? Jusqu'à quel point? Mais en tout cas, est-ce que... Je pense que ça a un impact, hein. ouais, Franchement, je pense sincèrement que ça a un impact. Parce que euh, je pense, enfin, c'est quand même compliqué pour moi d'évaluer la chose, mais je peux remarquer dans mon métier qu'il y a peu de gens qui ont la capacité de se projeter
dans le bâtiment. Et forcément, des fois, le fait de pouvoir se projeter, ça débloque même parfois des côtés coup de cœur, ou voilà, il y a des gens qui marchent en fait à ça. Et je trouve que bah, personnellement, faire une rénovation, ou même ne serait-ce que maintenant, voilà, pour expliquer, principalement, on va vendre des 3D. Hein, on fait une image, on tape ça dans une intelligence artificielle, on rénove. Mais je trouve que l'aspect physique de dire, voilà, je rentre, c'est peint, c'est meublé, ça donne déjà un côté chaleureux et les gens se sentent bien dans le logement plutôt que d'avoir, entre guillemets, je vais dire, des vieux carrelages et des murs qu'on doit peindre, quoi. Donc c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc je pense que, voilà, moi je sais qu'il y a des gens, ils ont des garde-meubles, par exemple, et en fait, ils retirent, ils remettent leurs meubles, ils retirent, ils Ouais. remettent leurs meubles, et ils revendent leur maison comme ça. C'est toujours les mêmes chaises, c'est toujours la même table. Oui, ils vendent avec les meubles. Oui, des fois, ils vendent avec les meubles, c'est vrai. Mais bon, Ouais. voilà. C'est jusqu'à quel point on veut pousser. C'est ça, c'est ça. Euh, Mais je pense que c'est adapté pour certains biens, hmm. mais pas pour tous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans l'achat-revente qui achètent, font un home staging Mhm. et revendent, mais visent peut-être moins de marge. S'ils font 20, 30, 40, ils sont contents. Est-ce que tu as des investisseurs autour de toi qui font vraiment du home staging sans trop. Sans trop saouler. Ouais. Parce que tu as des anciens, ancienne école, eux, c'était des gens que je côtoyais avant. Eux, tu avais des vieux carreaux dans la salle de bain, ils repeignaient tout en blanc, ils mettaient une cabine de douche. Mais le pire, c'est que ça marchait dans le borinage, tu vois. Mais je me dis, moi, en tout cas, personnellement, jamais j'achète une maison avec une cabine de douche. Non. Mais il y a des gens. Oh, il y a des gens qui s'en foutent. Ah, waouh, c'est beau, il y a un lambris en bois C'est dessus. ça. Mais ça reste une cabine de douche à 400 €. Mhm. Oui, mais ça, je trouve que ça se perd, ça. Ça se perd parce que les gens maintenant, enfin, déjà, rien qu'avec l'accès Internet, je veux dire, avec un peu tout ce qu'on peut voir, je pense que majoritairement, les personnes, en fait, en tout cas moi, je veux dire, dans mon business, les gens sont un peu plus à même, sont plus sensibles à une certaine finition quand même si c'est pas forcément cher, mais d'avoir un petit geste, un petit matériau, un petit quelque chose qui fait que voilà, c'est propre, c'est sexy, quoi. Voilà, c'est Plus éduqué. voilà, c'est après ça, je pense que c'est une question de génération en fait. Je pense Oui, que c'est une aujourd'hui, question on de voit ce qui est beau et ce qui est pas beau. c'est ça, Ouais. parce que là maintenant tout le monde est sur toutes les plateformes qu'on peut voir sur internet, c'est bon, enfin les gens sont beaucoup plus éduqués à l'esthétisme qu'avant où on était plus axé fonctionnel. Et je trouve que même peut-être même en ce moment, c'est peut-être même l'inverse, les gens sont plus axés sur le beau que sur le fonctionnel. Mais ça c'est mon avis. Mm, mm. Non, c'est vrai. Et puis, c'est important aussi de faire les choses proprement. Mhm. Parce que tout nous suit, tu vois. Tout nous suit. Toi, tu dois le voir. J'imagine que tu as déjà suivi des gens qui ont acheté des projets, qui l'ont rénové, qui ont revendu en sachant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Est-ce que tu as une anecdote à nous Non. raconter? Non, tu veux pas te mouiller. Non. Non, je comprends. Je comprends. C'est un sujet sensible. Mhm. Mais oui, c'est vrai. Je pense qu'il Mais ça faut. peut arriver, hein, ça arrive, c'est clair. Ça arrive, franchement, je vais dire, on va parler juste comme ça quand tout est en plaque de plâtre, tous les murs. Tu veux dire Voilà. plaque de plâtre quand on est venu remettre une Ouais, cloison c'est devant? ça. Tout est en contre-cloison, je vais dire, moi, le coup classique pour moi, c'est quand on arrive dans des salles de bain qui sont majoritairement des pièces humides où tout est en faux plafond, tout est caché. Moi, je trouve que c'est toujours un petit peu dangereux. C'est quelque chose auquel je peux demander, enfin conseiller, pardon, d'attirer l'attention. Je veux dire, dans le fond, vous achetez un bâtiment, c'est des salles de bain qui sont utilisées. Hein, je parle, voilà, on achète un bâtiment utilisé même pour louer, etc. Tout est en contre-cloison. Allez regarder derrière et au pire, prévoyez un petit poste pour refaire le faux plafond après. J'en sais rien, mais je me dis toujours que c'est un peu des caches-misères, quoi. Donc, des pièces qui sont à tendance humide, cuisine, salle de bain, là où il y a énormément de vapeur Mm, mm. et où majoritairement, même dans certains cas, il n'y a pas d'extracteur, il y a On pas. parlait tout à l'heure de par vapeur. Je Oui, pense qu'en Belgique, les gens rénovent vraiment très très mal et n'ont pas conscience de ce qu'il y a lieu de faire. Et généralement, ce sont travaillent avec des entrepreneurs qui ne sont pas du tout consciencieux. Moi, je ou le peut-être vois. juste pas au courant. Je vais juste dire ça, juste pas au courant, mais Ouais, mais tu es censé être un peu
éduquer, oui, bien encore une sûr. fois, Oui, sur oui. les bonnes pratiques, Oui, c'est tu sûr. vois. Ah, c'est sûr. J'ai un client qui m'a envoyé, là, il rénove 6 appartements à Liège. Mhm. Moi, je le prends donc en accompagnement pour un autre projet d'achat-revente. Je lui demande par curiosité de m'envoyer un peu des photos de Photo. sa rénovation et ses devis, tu vois, Mhm. parce que j'aime bien mettre le pied dedans. Et bon, déjà, je vois que le devis n'est pas du tout détaillé, tu vois. Forfait 1, forfait 2. Forfait 1, forfait 2, made, on a un problème, tu vois. C'est faux plafond, plafonnage, total 15 000, forfait. Oui. Comment tu arrives à ces 15 000 euros? Il n'y a Tu pas de vois. Il n'y a quantité. pas de quantité. Puis il me montre, en fait, c'est des contre-cloisons partout. Non, même pas, c'est des plaques collées, Ok, tu vois. Donc ils ont collé des plaques je vois. tout simplement au mur, tu vois. Mhm. Vraiment pour moi, là, un truc à pas faire, tu vois. En plus, c'est collé sur du papier peint. Ok, Le papier peint va bouffer l'eau de la colle. Dans 3 ans, ça va grelotter. ça va grelotter. Donc vraiment, je dis, mais comment est-ce qu'on peut... Bon, déjà, le client n'est pas éduqué, donc il signe ça sans Mhm. comprendre ce qu'il signe. On lui fait une prestation sans comprendre ce qu'on fait réellement. Et puis, il me montre des photos des faux plafonds. Il avait payé pour une isolation. C'était Mhm. une toiture plate au-dessus du 6e appartement. Et je vois la laine de verre posée, mais vraiment n'importe comment. Tu vois. Ok, Tu as les écarts de poutrelle de 60 et tu as la laine de verre qui est coupée à 55. Tu ok, vois, il y a des trous. t'as des trous partout, tu vois. Et je vois qu'ils étaient déjà occupés à refermer. Ok, Il n'y avait pas de pare-vapeur, rien. La laine de verre comme ça. Je me dis, mais comment est-ce que... Je préviens mon client, je lui dis, écoute, là, t'as pas de ouais. pare-vapeur, t'as des ponts thermiques partout. Mhm. Je lui demande des comptes parce que là, tu es en train de te Ouais, faire avoir. Je dis, demain, tu n'auras peut-être rien. Dans ouais, un an, ouais, 2 ans, rien. Dans 5 ans, tu as du noir partout parce que tu as de la condensation, tu as c'est de ça. l'humidité. C'est aberrant. En fait, c'est ça. Le pare-vapeur, en fait, c'est quelque chose qu'on va placer côté chaud de ton isolation pour en fait éviter que l'humidité de la pièce vienne en fait humidifier l'isolant et qu'il reste sec, quoi. Pour qu'en Mhm. fait il garde ses propriétés thermiques, parce qu'en fait l'isolant ça contient, je vais dire, de l'air, et c'est ça aussi qui permet que l'isolation l'isolation soit optimale, quoi. Et donc si c'est mouillé, en fait ça perd de sa performance. Et surtout, en plus, potentiellement, imaginons, c'est de la laine, ça se tasse, ça alourdit, ça crée des ponts thermiques. Et Ça sert plus à rien. ça sert plus à rien. Et c'est surtout, voilà, si tu mets ça sur une plaque de plâtre, comme tu dis, tu vas avoir des taches noires qui vont arriver. Et ça c'est l'enfer, hein. Ouais, C'est quel l'enfer. conseil analysez bien vos devis. Faites-vous accompagner surtout. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, c'est clair, il n'y a pas de secret. Que ce soit par un architecte ou par un coach en investissement immobilier, il vaut mieux avoir l'expérience, 10 ans d'expérience à vos côtés C'est clair. que faire votre propre expérience parce que ça coûte cher. La C'est des majorité fausses des gens, économies pour moi. fausses économies, aucun réseau. On parlait de Ouais, ouais. l'importance du réseau, ou alors on n'en a pas encore parlé, mais euh, nous on fait des apéros IMO depuis 4 ans maintenant. Mhm. Toi, ça fait maintenant 1 an et demi que tu es partenaire. Ouais. Il n'y a pas de secret. Le réseau, sans Euh, réseau, aujourd'hui, t'es lent. Non, bah, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est plutôt ça. T'es lent. C'est lent. Donc en gros, et c'est lent et selon moi peu précis, en fait. Parce qu'en gros, je vais dire même, je vais pas, pour être honnête, euh, je ne sais pas tout. Tu comprends? Il faut être Bien sûr. honnête, je ne sais pas tout, mais j'ai le réseau qui me permet d'avoir l'information. Voilà. En fait, c'est simplement ça, l'idée du réseau, c'est ça. Personne ne sait tout. Donc, et donc, en fait, je sais où chercher l'info, même si je connais pas le prix de tous les matériaux, de tout. Enfin, c'est pas possible, mais je sais faire 3 coups de téléphone, j'ai 3 prix, je sais que plus ou moins j'ai une fourchette haute, une fourchette basse. C'est bon, c'est fini. Mm. C'est l'idée, en fait. Et ça, c'est clair que avoir cette chance-là, ben, ça se travaille, mais c'est un luxe, en fait. C'est ça aussi À fond. qu'on offre comme service. C'est pas juste 3 coups de téléphone, hein. Ouais, mais c'est vrai. C'est Mais en Belgique, les gens ont la tête brûlée, hein. Le Belge a une brique dans le ventre. on- C'est vrai. Et il a tendance à penser savoir tout sur tout, à savoir le faire lui-même. ouais, bah, C'est des fausses économies, encore une des fois. fausses économies, c'est clair. C'est clair. Euh, alors, j'avais envie de te poser une question. Mhm. On en a déjà parlé Mhm. à chaque fois qu'on se voit, je te demande de me raconter des anecdotes, etc. J'adore ces retours d'échange. Mais est-ce que tu as une petite anecdote là, à nous raconter de quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent dans un projet immobilier parce que je sais pas, parce qu'il a mal été accompagné, parce qu'il Mhm. était tête baissée, parce que simplement il s'est fait avoir un peu.
Oui, oui, j'en ai. Alors, en fait, en gros, c'était un exemple où c'était un gars, il a acheté un bâtiment euh, en vue de le diviser. Donc, Mhm. lui, il a fait diviser son habitation. Et après, en gros, il a commencé les travaux, par contre, sans suivi. Ok. Et donc, en se disant, en fait, je vais économiser, voilà, encore une fois. Après, il y en a pour qui ça se passe bien, je dis pas, hein, mais voilà. Quand c'est comme ça, tu leur signes une décharge? Bah ici, on va dire que c'est pas moi qui ai fait le Ah, c'était pas toi, permis, c'était une connaissance. c'est Ouais. ça. Et donc, en gros, il avait, j'en ai deux, j'ai deux exemples comme ça. Il a fait diviser le bâtiment et en gros, en fait, il commence les travaux tout seul. Euh, et sauf qu'en fait, si tu veux, l'entrepreneur, vu qu'il n'y avait pas eu justement de maître et détaillé préalablement, pas de prix précis, en fait, moi je suis arrivé par après parce qu'en fait il fallait suivre les travaux et quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, je vais dire la catastrophe était déjà arrivée. C'était quoi? C'est que en gros, l'entrepreneur est arrivé sur le chantier et en fait il lançait des acomptes aux clients. Et en fait, le client, à la fin, il arrivait à une fourchette de dépenses de, je vais dire, presque 200 000 euros. Sauf qu'en fait, quand moi j'arrive sur le chantier, je vais pas mentir, il y a 30 000 euros de travaux qui ont été faits. Et après, l'entrepreneur, bah, ne sachant pas suivre, bah, il s'est mis en faillite. Et en gros, bah, toute la rentabilité Du projet. du projet, en fait, elle tombe à l'eau, quoi. Donc, en gros, là, Donc, il a payé 200 000 euros. donc il a payé 200 000 euros. Il a payé 200 000 euros parce que bah, c'est quelqu'un qui est, franchement, qui est très occupé. Mm. Et donc, Il avait confiance. il avait confiance. Je pense Ouais. que lui, en plus, bah, j'ai appris aussi à le connaître. C'est quelqu'un de très, très, très carré. Euh, et je pense sincèrement qu'il s'attend à la même, je vais dire, Même retour. au même retour. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, pour le cas ici présent, ça n'a pas été le cas. Mais donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été fait ici doit potentiellement être démonté, relancer un autre entrepreneur pour refaire le projet. Et donc, en gros, je veux dire, lui, déjà son premier budget, Et il est cramé. Et en gros, là, il doit refaire aucun recours possible. Ah non, C'est en aucun retour. faillite. Ah non, le mec s'est mis en faillite, c'est terminé. C'est terminé. Donc, en gros, là, Ça, il c'est des essaye juste histoires. simplement de se sortir de ce projet. Mais voilà, encore une fois, c'est pas, il y a pas eu de suivi et donc il y a eu une problématique, quoi. J'en ai un autre c'était du côté de Charleroi, c'était à Marché-Nos-Ponts. C'est un bâtiment où encore une fois ici là ce cas-ci, moi j'ai repris une mission d'un autre architecte donc le chantier était en cours. Et en fait, il a viré son autre architecte et ensuite moi je rentre Mhm. je vais dire, dans l'aventure. Et en fait, il achète un bâtiment, il le divise en trois, celui-là. Et vraiment, c'était des trois beaux, très très beaux logements. Euh, et en fait, en gros, euh, je pense que là, la partie stabilité n'a pas été suffisamment étudiée. Et en fait, il y a eu comme un effondrement lors de la rénovation, parce qu'en fait, bah voilà, quand on rénove la toiture, on rajoute de l'isolant, on rajoute du poids, etc. Et en gros, il y a eu des fissures qui sont apparues dans le bâtiment, etc. Et en fait, là, à ce moment-là, eux, ils ont fait venir un ingénieur stabilité qui est arrivé, il a dit, bah, en fait, toute cette annexe-là, vous pouvez la démolir et la reconstruire, quoi. Donc là, quand on arrive sur des budgets de rénovation, euh, même Ouais, on si... parle pas d'un, ah non, euh, là, on parle pas une de petite 20, annexe de ah non, maison on unifamiliale. parle pas de 20 000 euros, hein. On parle pas de 20 000 euros. En plus, c'était des bâtiments sur trois niveaux, donc Carnage. carnage. Donc en fait, lui, il vire son archi. Moi, j'arrive à ce moment-là, je constate je vais dire, de l'histoire et je me dis waouh. Et là, je vais dire le client, il pensait faire, je vais dire 150, 200 000 euros de plus-value en rénovant et en revendant. Là, en gros, je vais dire, il a rénové la moitié du bâtiment et je vais dire, Il a plus de budget. il a plus de budget, c'est fini. Et il dit, moi, maintenant, si je vends, j'ai perdu 200 000 balles, quoi. Donc, enfin, c'est vraiment, je pense vraiment, sincèrement, le Surtout sur des gros bilan. projets comme ça, je pense qu'il faut pas être Ah négligent. non, il Et faut pas être négligent. Franchement, quand on regarde la construction, faut simplement se dire, le moindre couac, quand on est sur des plus gros budgets, hein, là, on est sur des, enfin, je vais pas donner de montant, mais si je donne une fourchette, on a des montants entre 300 et 500 000 euros de réno.
franchement, c'est pas parce que vous allez payer un architecte que vous allez plus ou moins gagner. Et, alors, et franchement, je vais dire, des fois, il y a une partie d'assurance qu'on doit quand même, je vais dire, on doit quand même y penser et se dire, c'est le côté pessimiste dont je parlais tantôt. Il faut être un peu pessimiste, se dire, ça tombe, si ça va pas, comment je fais? Et donc, bah, et en se disant ça, partir tout seul à l'aventure, on se rend pas compte du nombre de couacs qu'on peut avoir, quoi. Et vu que chaque, je vais entre guillemets, j'ai pas envie de dire le mot, mais de dire erreur, mais on va dire manquement ou faute d'inattention, voilà, on reste humain, ben, ça chiffre vite à 40, 50 000 euros, voilà, ça part. Et donc finalement, quand on se dit, ben, si je m'étais fait accompagner, j'en aurais lâché 10, 15. Oui, et puis il y a aussi, surtout en rénovation, peut-être plus classique, on va dire ça comme Oui. ça. Il y a aussi, je vois beaucoup d'erreurs, notamment quelque chose que je faisais moi au début, Mhm. parce qu'au début je faisais beaucoup moi-même dans mes Oui. bâtiments, c'est que j'allais toujours chercher la brique, tu vois. Oui. Et en réalité, après j'ai compris, tu vois, que quand je tape et que ça sonne pas creux, bah, c'est que le torchis il tient. C'est ça. Voilà, je remets un accrocheur, je replafonne. J'ai Mhm. gagné de la manutention parce que j'ai pas dû enlever Tirer, tout le torchis sur les murs. J'ai pas dû prendre de container pour évacuer évacuer. tous les gravats. Et la main-d'œuvre. Et la La main-d'œuvre. main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est une catastrophe parce que aller chercher la brique comme ça, je pense que là, j'ai des prix plus ou moins à 10-15 € du mètre carré, Mhm. tu vois. Mais tu fais ça sur une habitation de 500 mètres carrés, ton budget, il est passé, tu vois. Ben, C'est... bon, on en a parlé tout à l'heure, hein. Des fois, on se dit, bah, c'est pas grave, c'est 20 € du mètre carré. Ouais. Mais les superficies sont terribles. Et en fait, ça, si vous n'avez pas de maîtrise de base, vous vous rendez pas compte. Mais en vrai, vous faites sur 300 mètres carrés. Mm. Et là, vous avez mangé 15 000 € de votre budget pour rien. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que moi, dans mon apprentissage, dans mon accompagnement, j'oblige tous mes élèves à faire une formation. Tu vois. Ok. C'est une obligation. Ils ont 10-15 heures de contenu, ils doivent se le bouffer, tu vois. Et là-dedans, je fais beaucoup de projections. Donc, c'est-à-dire que boum, je vais sur ImoWeb, je tape une lettre au hasard, Mhm. ok, je prends la première ville, je cherche un projet rentable. Je budgétise à distance, avant même d'aller visiter, tu vois. Mhm. Et je fais ces projections comme ça, tu vois, Oui. vraiment en boucle. Ok, prix au mètre carré, plafonnage, 22 €. Faux Ouais, plafond, ouais. 55. Électricité générale, bon, de ce qu'on voit sur les photos, ça a l'air ok, le Mhm. compteur est clean. Par contre, c'est comme une vieille maison, donc certainement changer les prises, Ouais, ouais. peut-être faire une mise à la terre, budget 4-5 000, tu vois. Et donc, j'avance comme ça pour vraiment que les gens prennent conscience que c'est un travail, Bien sûr. tu vois. C'est une répétition. Et à la fin, tu sais plus ou moins combien ça va coûter une petite rénovation de maison mitoyenne. Mhm. Tu veux pas te planter. Tu vois, si es pessimiste, tu vois, C'est ça. et que tu travailles en worst case, bon ben voilà, tu sais, tu en as pour 72 travaux plus ou moins, tu empruntes 80, tu es Tu t'en tranquille, sors. tu t'en sors. Même si c'est une petite surprise. Et c'est ça aussi que les gens négligent, c'est qu'il vaut mieux emprunter plus, Moi, je fais tout le temps ça. tu Je vois. demande tout le temps de dire ça. Moi, Ouais. je demande tout le temps, prenez 10, 15 ans en plus parce qu'on sait jamais, surtout Mm. dans la réno. Ouais. En réno, franchement, je vais dire, peu importe qui vous êtes, vous allez. Il faut Toujours un une moment, surprise. il y a toujours une Ouais, surprise. ça arrive. Ça Ça arrive. arrive. Franchement, je n'ai jamais fait une réno sans surprise. Jamais. Ouais. Non, c'est clair, bien sûr. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que si, imaginons, là, ils ne consomment que 70 000 des 80 000 € de l'enveloppe travaux à la banque, Mais tant mieux. en fait, tu contactes ta banque, ils recalculent un tableau C'est ça. d'amortissement et tu ne payes que 70 000, C'est tu ça. vois. Donc c'est vrai que prendre le minimum, quoi, Ça n'a pas ça d'intérêt. n'a pas de sens, en fait, tu vois. Toujours aller chercher le maximum, c'est clair. Euh, Luigi, pour terminer un petit peu ce podcast, j'aurais voulu que tu donnes un conseil qui, pour toi, fait sens, peut faire gagner beaucoup de temps aux gens et quelque chose voilà, qui te tient à cœur aujourd'hui, peut-être des erreurs qui brisent des gens que tu vois au quotidien, tu vois, parce que tu dois être confronté à des gens qui sont dans la mouise parce qu'ils se sont plantés, parce que vraiment ils ont mal budgétisé, ils ont Mhm. mal pensé leur projet. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, Mhm. qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, moi, quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'investissement immobilier, je pense sincèrement que je lui conseillerais de pas vouloir aller trop vite. Parce que moi, souvent, il y a des gens qui me contactent qui sont très très pressés. Mm. Et donc, ça, souvent, quand les gens sont pas aguerris, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Parce que, en gros, ne pas être trop pressé, ça veut dire laisser la place à des inconnus. Et ça veut dire laisser la place à des potentiels, je vais dire, frais qui n'ont pas été suffisamment étudiés. Donc là, je vais dire prendre le temps de l'étude, c'est super important. Se faire accompagner, c'est super important. Et je vais dire, la chose que je pourrais vraiment conseiller un maximum, c'est créer de la valeur.
Pour moi, Mm. c'est ça. C'est créer de la valeur. Il faut Ouais. créer de la valeur. Sinon, en fait, pour moi, c'est vraiment la clé d'un investissement rentable, c'est ça. Moi, ici, même si je parle de mon cas personnel, moi, la coloc que j'ai à Mons, avant, c'était une maison. Mm. Voilà, je peux même, je vais dire, que c'était... non, je vais pas le dire, en fait. T'es pas obligé de tout dévoiler. Voilà. Mais je vais dire, forcément, c'était loué le montant d'une maison. Mm. Ben, j'ai clairement fait je vais dire, j'en tire un bénéfice de le louer comme une coloc. Bien sûr. Donc, en gros, c'est pas le même statut. Et en fait, c'est ça qui permet aussi de dégager du bénéfice de l'investissement. Mhm. Et ça, on peut le reporter sur à peu près tout ce qu'on est susceptible d'acheter, quoi. Donc, moi, je vais Création de vraiment valeur. dire création de valeur et le temps d'étude, c'est quand même fondamental. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller vite. Trop Mais vite. parfois trop vite, c'est... Et moi, des fois, quand on m'appelle, on me dit, ouais, en fait, il faut faire ça, c'est pour... là, j'ai 2 semaines. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse en 2 semaines? Je vais... Tu sais, déjà, je me tire peut-être une balle dans le pied, mais enfin, moi, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Si déjà je commence ton dossier en déant les 2 semaines, C'est déjà bien. t'es Ouais. royal, hein. Ouais. Donc, il faut aussi se renseigner sur le temps que prennent les choses et être cohérent et se donner à soi et aux autres personnes parce que moi je travaille pour les gens, donc aux personnes qui travaillent pour vous, le temps nécessaire pour faire un travail correct. Mhm. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que franchement, moi, ça ne me plaît pas, moi, de faire des permis à la va-vite. C'est pas plaisant, parce que ça veut dire des nuits, ça veut dire du travail et un risque d'erreur beaucoup plus important que si tout est structuré, tout est dans le bon timing, quoi. Donc, voilà. Mhm. Il faut apprendre aussi à un minimum, être patient, se renseigner, avoir une certaine audace et créer de la valeur. Créer de la valeur. C'est beau. Je pense que c'est la seule façon de prendre sa retraite à 40-50 ans. C'est ça. Je pense aussi. Si tu crées pas de valeur, que tu achètes des biens qui s'autofinancent à peine, t'as Non. aucune vélocité. Tu vas jamais passer Tu vois, de A à Z en c'est 3 ça. minutes. C'est pas possible. Création de valeur et surtout vision long terme aussi. Ma vision long terme, moi, Ouais. franchement, je t'avoue, je suis pas que pour l'achat-revente, Non. mais je suis pas que. Pas que. Tu vois, Clairement, moi non plus. pas que. Donc, c'est bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Non, je pense qu'il y a des opportunités dans tout. Et il faut avoir un peu de coloc, il faut avoir une maison. Moi, j'ai une maison que je loue au Shape. Mhm. Je la loue 1007. J'ai un crédit de 1000 balles dessus. C'est ça. Je suis tranquille, c'est un bail de 3 ans. J'ai pas d'étudiants qui m'ennuient. Tu vois, moi, des colocs, j'en ai trop eu en fait. Ok. Je peux plus en avoir. Et, moi, j'avais 24 étudiants à gérer. Non. C'était saoulant, tu vois. Ouais. C'était saoulant. Et c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien la création de valeur. Mhm. Luigi, un grand merci pour la qualité des informations qu'on a échangées aujourd'hui. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Luigi dans les commentaires. Si vous avez kiffé son intervention, mettez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne évidemment parce que beaucoup d'autres podcasts vont suivre. Je mets les coordonnées de Luigi dans la description. Vous allez voir, il fait un super boulot. En tout cas, je le recommande fortement et je ne travaille plus qu'avec lui aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous de 45 minutes dans la description. On va étudier vos besoins. On va simplement voir si vous êtes finançable pour un futur projet immobilier et si simplement vous voulez passer à l'action. On activera les choses de manière très, très, très puissante. On va dire ça comme ça. Bref, le réseau, c'est la clé. Pensez à vous former. Ciao, ciao et bonne journée.